Corps. Corps à corps. Avant de recevoir mes 2 invités que je suis très honorée, d'avoir ce matin avec nous, je rappelle un petit peu à nos éditeurs l'histoire de la Civise. Tout a commencé après le choc collectif créé par les révélations de Camille Kouchner, vous savez, dans son ouvrage très fort, que je recommande à tous, La Familia Grande, publié en janvier 2021. Le président de la République, alors Emmanuel Macron, avait annoncé dans la foulée le lancement d'une initiative missionnée pour recueillir les témoignages et protéger les victimes. C'est donc la création de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a été installée en mars 2021. Après 3 ans de travail, la Ciivise a remis un rapport le 17 novembre dernier, unanimement salué par les professionnels du secteur. Un rapport qui présente les résultats d'une enquête d'ampleur, propose pas moins d'une centaine de préconisations de politique publique, qui a recueilli énormément de paroles de victimes et qui déplore le déni de la parole des victimes, justement, qui sont réduits au silence dans 9 cas sur 10. Alors, je rappelle aussi que dans ce rapport, le juge Durand, qui est à la tête de la Civise, dans son introduction, précise: «Nous espérons qu'il ne s'agit pas d'un rapport final, mais d'un rapport d'étape». Pourtant, son espoir a été douché. Le gouvernement a annoncé lundi 11 décembre que la Civise allait poursuivre son travail, dit-elle, mais avec un nouveau binôme, l'ex-rugbyman Sébastien Bouey, président de l'association Colosse au pied d'argile, et Caroline Rey-Salmon, médecin légiste et pédiatre. Donc la Civise 2 élargira, nous dit-on, son champ d'action. Et en attendant, Édouard Durand apprend donc par voie de presse qu'il ne sera pas reconduit. Sa première réaction au micro d'Apolline de Malherbe, quand on lui demande la raison de son éviction, je vous propose de l'écouter, c'est sur RMC, le 12 décembre. Je suis contrainte de dire que vous n'êtes plus que l'ancien président de la Civise. Vous avez donc été écarté hier. Pourquoi? Je l'ignore. Il y a sans doute des raisons, je ne les comprends pas bien. Personne n'est irremplaçable, mais personne n'est jetable. Tout n'est pas du marché. Les humains ne sont pas des déchets. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est un silence. Dans le communiqué de presse du gouvernement, il n'y a pas un seul mot pour les personnes qui ont confié leur témoignage à la Civise. Les silences sont éloquents. Les vides sont parfois à envahir tout l'espace. Pas un mot. La Civise, ça aura été ça pendant 3 ans. Un espace de reconnaissance. Voilà, et puis les explications ensuite de Charlotte Cobel, vous savez, la secrétaire d'État auprès de la Première ministre qui est chargée de l'enfance, qui s'en explique de cette éviction sur RTL le lendemain, le 13 décembre. Écoutez. L'élan lancé par la Civise, que je vais dire la Civise 1, a été vraiment totalement bénéfique. Comme toute institution, au bout de 3 ans, moi j'ai entendu tous les membres de la Civise, il y a besoin de renouveler un peu les équipes. Certains ne voulaient plus travailler, d'autres ne voulaient plus nécessairement d'ailleurs, y compris la vice-présidente, travailler dans ce binôme. Moi, aujourd'hui, j'installe un nouveau binôme, Sébastien Bouel et Caroline Rey-Salmon, qui est médecin à l'Institut médico-légal de l'Hôtel-Dieu, donc une combinaison différente, afin d'apporter aussi d'autres combats. Le combat du juge Durand, c'était surtout l'inceste. Il faut bien sûr continuer ce combat. On a déjà lancé beaucoup de choses. J'ai fait quand même une campagne avec le mot inceste pour la première fois. Le gouvernement a prononcé ce mot-là. Mais il faut partir sur d'autres sujets. Et je pense qu'on aura la continuité avec Sébastien, qui était membre de la Civise, et en même temps une approche un tout petit peu différente. Voilà, vous avez entendu, comme toute institution, au bout de 3 ans, il y a besoin de renouveler les équipes. Nous irons vers d'autres combats. Certains ne voulaient plus travailler et d'autres, y compris la vice-présidente, ne voulaient plus travailler avec le juge Durand. Et c'est à partir de ces mots-là de Charlotte Cobel que 11 membres de la Civise ont annoncé le lendemain leur démission. Ils démissionnent pour marquer leur protestation face à ce changement de direction et les formes de ce changement de direction. Nous sommes avec 2 d'entre eux et nous sommes très heureux de les accueillir. Merci à vous 2. Bonjour Arnaud Gallet. Vous êtes cofondateur de Prévenir et Protéger, de Move Enfants et membre donc démissionnaire de la Civise et auteur notamment de ce livre J'étais un enfant aux éditions Flammarion. Bonjour à vous Laurent Boyer. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes président fondateur de l'association Les Papillons, capitaine de police et membre également démissionnaire de la Civise, évidemment. Peut-être pour commencer, Arnaud Gallet, vous avez entendu les paroles de Charlotte Cobel, vous aviez déjà réagi à ces paroles. Comment ressentez-vous à chaque fois que vous entendez ces paroles? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce une révolte finalement face à une forme de mensonge?
Moi, de manière assez claire, oui, bien sûr. Pour moi, c'est un mensonge. Je l'ai dit, je le redis, etc. Et pour moi, si vous me permettez, je reviens sur vous voyez, ce qui s'est passé aujourd'hui, Oui. ce qui s'est passé avec la Civis, avec Édouard Durand. En réalité, il y a 5 choses qui me semblent importantes et 5 choses que nous dénonçons effectivement au niveau de la Civis. La première chose que nous dénonçons, c'est que, en réalité, et c'était paru dans le Canard enchaîné, il y a eu une première vague d'intimidation. La vague d'intimidation, c'est quoi? C'est quand le gouvernement, après le coup du déni, où on a évalué à 9,7 milliards, a mis en place une mission d'appui, soi-disant, pour nous aider. On n'a jamais vu le rapport ou quoi que ce soit, mais on sait que les 2 coprésidents et 3 membres de la Civis ont été par ailleurs entendus pendant 4 heures. Ça, c'est la première chose. On a eu après de la silenciation. C'est-à-dire des questions qui sont posées au niveau du président, au niveau des membres de la Civis, puisqu'en réalité, ce que dit pas la secrétaire d'État, c'est que le 10 novembre dernier, les membres de la Civis que nous sommes, avec Laurent et bien d'autres, à la majorité absolue, ont demandé à la secrétaire d'État le maintien de la Civis avec Édouard Durand. Donc quand on entend dire que les membres de la Civis ne voulaient plus travailler avec Édouard Durand, c'est faux, et en plus, factuellement, c'est prouvable. Et c'est là que nous, on s'insurge directement. Bah oui. Après, on a eu le droit à du mépris. Du mépris, c'est quoi? C'est quand le 20 novembre, il y a une présentation publique du rapport, aucun membre du gouvernement est là, ni Charlotte Cohen, ni personne. Donc on a silence, on n'a jamais de réponse, comme le président de la Civis, le coprésident Édouard Durand, Nathalie Mathieu, etc. Et par ailleurs, Nathalie Mathieu, je le dis ici, a sollicité de manière tout à fait explicite la secrétaire d'État pour lui demander le maintien de la Civis avec Édouard Durand. Donc je suis désolé, enfin là-dessus, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après? Je suis désolé, nous, on apprend en plus tout par voie de presse. Tout est fait, en fait, pour déstabiliser, effectivement, tout le monde. Donc, les conditions ne sont en plus pas réunies, en fait, pour une poursuite de manière, convenable des choses. Et qu'est-ce qu'on apprend? Pour moi, on apprend une forme... Alors, on a une Parce qu'en coupure. fait, on déforme... Oui. Allez-y, reprenez la phrase d'avant, parce qu'il y a eu un bug Zoom. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Allez-y. On vous écoute. Reprenez la phrase que vous étiez en train de... On va avoir un bug Zoom. Alors, attendez, je me tourne vers... Est-ce que Laurent Boyer, vous êtes là? Ouais. Donc, je dis qu'il y a une forme d'usurpation... Ouais. Donc, OK. Alors, allez-y. J'ai l'impression qu'on vous a retrouvé. Donc, allez-y, Arnaud Gallet. Ouais. Je dis qu'il y a eu une forme d'usurpation d'identité dans le sens où on a déformé la réalité en fait des choses. Pourquoi? Parce que déjà, Caroline Rey-Salmon, c'est une personne qui est partie de la Civis. Elle est partie pourquoi? Parce qu'elle s'inscrivait, en fait, elle ne voulait pas que les médecins en fait soient obligés de signaler, vous imaginez, obligés de signaler les médecins, qu'il y a une obligation par exemple de signalement des médecins au niveau des violences sexuelles. Donc déjà, moi les bras m'en tombent quand j'apprends qu'une personne qui claque la porte en 2022, qui revient de cette manière-là, sur des faits aussi importants, où nous on demandait au contraire la protection des lanceurs d'alerte et notamment des médecins. Donc c'est-à-dire faut m'expliquer comment est-ce qu'on peut poursuivre quelque chose de cohérent avec une personne qui claque la porte de la Civis pour de telles raisons. Et puis, par ailleurs, j'insiste un peu là-dessus, pareil, Sébastien Veil, il s'est quand même, de manière très claire, exprimé contre l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, où en plus, il a, pour moi, c'est indigne la manière dont il en parle. Il dit à chaque fois, il prend l'exemple du pot à yaourt, vous savez, il y a une date de péremption. Alors en plus, c'est le mauvais exemple, si je peux dire, parce qu'on sait très bien qu'on peut des fois le manger un peu plus tard, mais peu importe. Je trouve ça indigne, en fait. Non, mais je veux dire, c'est indigne parce que les conséquences psychotraumatiques des victimes, 9 fois sur 10, vous l'avez dit, les victimes, en fait, ne sont pas protégées. Et ça veut dire que derrière, les conséquences dramatiques, moi, je fais partie des 9 cas sur 10. On est nombreux à faire partie de 9 fois sur 10. Sébastien Veil a peut-être de la chance de faire partie des 8%, mais voilà. Et puis, la dernière chose sur laquelle j'insiste, effectivement, c'est le mensonge. Et le mensonge, en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait que nous, membres de la Civis, on appelle simplement une responsabilité. Responsabilité pourquoi? Déjà pour les 30 000 personnes qui nous ont fait confiance, c'est parce qu'il y a des gens qui nous témoignent évidemment sur les réseaux pour demander comment est-ce qu'ils retirent leurs témoignages. Vous imaginez? Des personnes qui demandent aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour retirer leur témoignage alors qu'ils nous ont fait confiance. Enfin, c'est complètement hallucinant, c'est-à-dire que cette mascarade met des gens d'une certaine manière en danger, en difficulté, etc. Et puis, c'est aussi un geste de solidarité, pour dire une chose de manière très claire, à un homme, tout simplement, qui est mis à mal, Édouard Durand. Et ça, c'est inacceptable également. Et nous, je suis désolé, on ne lutte pas contre la violence avec de la violence. Oui. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. On a le temps de le développer. Je vais vous donner d'abord la parole, Laurent Boyer, si vous voulez rajouter des choses par rapport à ces 4 raisons, finalement, de démission. Puis ensuite, on va prendre une raison après l'autre. Vous avez dit des choses, notamment sur les 2 nouveaux coprésidents, sur leur parcours qui paraît particulièrement étonnant si on veut défendre justement la doctrine, comme on dit, de la Civis. Donc on va y revenir, mais d'abord sur les raisons de la démission. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bonjour, non, Arnaud, comme toujours, est toujours très très clair et très synthétique. Moi, je voudrais juste rajouter, lorsque Charlotte Cohen dit qu'elle a entendu tous les membres de la Civis,
Ça aussi, c'était faux, puisque Charlotte Cobel n'a jamais participé à une seule commission plénière de la Civis, contrairement à son prédécesseur, Adrien Taquet, qui lui était venu à 2-3 reprises, assister à nos débats, assister à nos commissions plénières. Charlotte Cobel ne l'a jamais fait. Il faut savoir qu'on a été invité au secrétariat d'État pour la remise de notre rapport. Toutes et tous, on a reçu ces invitations la veille ou l'avant-veille de la date à laquelle nous étions attendus. Donc, nous sommes tous plutôt loin de Paris. Pour certains, on a notre travail, nos missions, donc c'était pour la plupart impossible d'être présent. Bien sûr. Donc non, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, quel signal on envoie aux victimes et finalement à toutes celles qui ont aussi d'ores et déjà témoigné, que de mettre quelqu'un qui, comme l'a rappelé Arnaud, est contre l'obligation de signalement, et de mettre aussi quelqu'un qui, et Arnaud et moi, on le sait très bien, puisqu'on a vu les échanges, quand il s'est agi de se positionner, toutes et tous membres de la Civis, en interne sur ce qu'on souhaitait pour la Civis, pour sa continuité, Sébastien Boel est le seul qui a écrit qu'il ne souhaitait pas la poursuite de la Civis, sans nous donner d'autres explications. Tous et tous, on a dit des choses, on a dit qu'on voulait la poursuite ou la poursuite de la Civis d'une façon différente avec d'autres missions, mais personne n'a demandé l'arrêt de la Civis, si ce n'est Sébastien. Donc, quel signal on envoie entre quelqu'un qui est contre l'obligation de signalement et qui commence à prendre des politiques. Alors, Laurent Boyer, on remettre en question ce qu'on a fait en matière de protection des mères protégées. Excusez-moi, vous allez continuer, on a le temps. Je suis désolée, je précise également à mes auditeurs, la connexion Zoom n'est pas très bonne, donc je vous propose, c'est le direct, les aléas du direct. Hein. On va vous appeler, la régie va vous appeler, on va vous prendre votre son par téléphone. Donc, en attendant, voilà, préparez-vous à décrocher. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais prendre Arnaud Gallet. On va continuer la discussion avec Arnaud Gallet. On vous retrouve juste après par téléphone, la connexion et le son sera meilleur. Alors, Arnaud Gallet, évidemment, on a entendu. Moi, quand même, franchement, on entend ça. Surtout la présentation des profils des deux nouveaux présidents. Donc, je rappelle, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, l'un qui s'était clairement positionné contre l'obligation de signalement par les médecins, en gros, du fait qu'ils réalisent que les enfants seraient victimes d'inceste ou de pédophilie, contre le signalement. Donc, c'est aberrant comment cette personne peut être même s'approcher de la Civis. Et deuxième chose, contre l'imprescriptibilité, donc qui est finalement l'une des plus grosses demandes de la Civis après ces 3 ans de travail. On a beaucoup de mal à comprendre ce message passé finalement par le gouvernement. D'abord, de se débarrasser du juge Durand, dont le rapport et que vous soutenez aujourd'hui a fait un travail colossal. Et en plus, remplacé par des gens qui vont complètement à l'opposé de la doctrine de la Civis. Si c'est pas un message contre les 3 ans de travail et contre tout ce qui a été fait, on a du mal à comprendre aujourd'hui. C'est exactement ça, vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'en réalité, oui, le message est clair. En fait, vous voyez, il y a ces 2 nominations-là. Il y en a une autre, en fait, derrière, dont on parle finalement assez peu. Il y a la nomination également de Serge Effez, en la qualité de président de la commission parentalité nommée dernièrement. C'est pareil, Serge Effez, c'est quelqu'un qui défend en fait le syndrome d'aliénation parentale, qui, je le rappelle, c'est sur les mères protectrices qui dénoncent, etc., et qui sont souvent inquiétées pendant la représentation d'enfants. Et ben lui, de manière très claire, est favorable à ce type de choses. Donc, attendez, pardon, je vais juste préciser l'aliénation parentale pour que tout le monde, parce que tout le monde ne connaît pas ces sujets-là. C'est le fait c'est souvent pour une mère qui en fait dénonce et va porter plainte en disant mon fils, ma fille, mes enfants sont victimes d'inceste ou de pédophilie du mari, de mon mari, de leur père ou d'un oncle, etc. Et en fait, on va dire non, ce n'est pas vrai. C'est la mère qui a pris possession de l'enfant, qui leur fait dire n'importe quoi. Enfin, je vulgarise. Hein, et ils appellent ça juridiquement aliénation parentale. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a dénoncé dans le premier avis. Donc, vous voyez, en fait, ça veut dire que le gouvernement, de manière très claire, en fait, dit on nomme Serge Effez. 2, on nomme Caroline Ressalmon, encore une fois, qui est partie en disant voilà, en fait, si vous voulez, il faut bien comprendre que la logique de Caroline Ressalmon, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'elle ne souhaite pas qu'il y ait une obligation de signalement, parce qu'elle parle en fait de ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. C'est-à-dire que quand des enfants dénoncent des faits de violence, quels qu'ils soient, y compris des violences sexuelles, il faudrait maintenir une alliance thérapeutique avec l'enfant,
avec les parents qui sont éventuellement forcément qui sont suspectés en fait de violence, pour être en capacité en fait que tout ce beau monde de manière harmonieuse en fait vive convenablement. Vous voyez le délire en fait psychanalytique qu'on dénonce nous directement en disant quel risque prend-on pour les enfants, c'est ce qu'on disait. Et ben ça veut dire que le gouvernement de manière très claire, malgré, vous voyez, et vous avez dit quelque chose de très important dans votre présentation, vous avez rappelé effectivement qu'il y avait eu un mouvement qui s'appelle MeToo Inceste. Et aujourd'hui, ce que dit le gouvernement, c'est quoi ? C'est de dire que, et c'est ce que dit d'ailleurs le nouveau président de la Civis, c'est qu'il faut quelque chose de moins féministe. Mais je me permets de le rappeler ici, c'est que sur la dimension féministe, qui est souvent en fait vue comme quelque chose d'hystérique, machin, etc., tel que ça peut être ramené par moment, mais juste un truc quand même. Les violences sexuelles faites aux enfants, ce sont des violences sexuées. Sexuées pourquoi 80% des victimes sont des filles, d'accord ? Donc il y a bien des garçons comme Laurent et moi, la preuve, mais 80 sont des filles. Et 94 à 97% des agresseurs sont des hommes. Donc ça signifie qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'on me dise oui, il faut arrêter, féminisme, mais bon, quand même, il y a quand même une réalité, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, les chiffres, ils les connaissent, donc ils arrêtent de nous raconter des histoires. Par contre, là, effectivement, on rétrograde, on fait 3-4 pas en avant, et là, on en fait 10 en arrière, et ça, c'est inacceptable. Et donc, nous, on a un devoir de responsabilité, et le devoir de responsabilité, c'est aussi de décrire, encore une fois, tout ce qu'on dénonce dans le système, je le redis, intimidation, silenciation, mépris, mensonge, usurpation, déformation de la réalité. Tout y est, en fait, pas de problème, on connaît ce système. Nous, avec Laurent, on le connaît bien, on a quelques métros d'avance, si j'ose dire là-dessus, parce que malheureusement, en tant que victime, je le raconte dans mon livre, et bien sûr, on l'a vécu tout ça, on a été roulé dans la boue à un moment donné, donc ça on connaît. Par contre, effectivement, c'est hyper violent, et nous, on a une responsabilité, on a 30 000 personnes qui nous ont fait confiance, on ne lâchera rien, et d'ailleurs, ça s'emballe là sur les réseaux sociaux, je le dis, des personnes qui effectivement ne comprennent pas, et tant mieux, nous c'est ce qu'il faut, c'est tout ce qu'on voulait, 11 membres sur 19 quand même. Il y a 2 personnes qui ne peuvent pas démissionner, d'ailleurs, je le dis, qui sont des forces de l'ordre, à savoir qui sont attachés à la police et à la gendarmerie, donc ont un devoir de réserve. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus grand monde en fait dans cette histoire. Donc on s'interroge évidemment quand il y a des gens. Nous on préfère dire, je l'ai dit moi à plusieurs reprises, je le redis sur cette antenne. On a du mal quand même aujourd'hui, c'est dommage. Comme avait dit évidemment. Oui, allez-y. Exactement. Et ça pour nous c'est important en fait de pouvoir le dire de cette manière-là, parce que moi je préfère sortir de cette manière-là que de nous dire évidemment on me présente la porte. Oui, évidemment, et on salue votre courage et on est très très heureux de vous entendre tous les deux aujourd'hui. Juste, me revient une image en parlant d'aliénation parentale, une image qui était extrêmement forte. C'était un témoignage justement du juge Durand une autre fois, c'était pas sur RMC, où il expliquait qu'une maman qui avait tenté de défendre ses enfants avait été mise en prison, elle, et les enfants ont été remis c'est souvent ce qui arrive malheureusement, entre les bras de l'agresseur, entre les mains de l'agresseur. Et la maman, pour continuer de donner une force à ses enfants, leur a dessiné des oiseaux dans le ciel en leur disant voilà, je suis au-dessus de vous et je continuerai d'être là même si je suis en prison aujourd'hui. Voilà, j'ai encore les larmes aux yeux rien que de raconter ça. Oui, j'ai la chair de poule moi. Ouais, franchement, et on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui cette décision du gouvernement, je le rappelle quand même, qui va complètement à rebours du travail, non seulement de la Civis, mais de la reconnaissance de toutes ces victimes qui ont besoin aujourd'hui, franchement, que les choses changent et que le gouvernement, que les directions, on va parler d'impunité également, que la justice change, que la prise en main des victimes change. On a beaucoup de choses à faire. Le rapport a été fait, les solutions sont là, il suffit de les appliquer. Et visiblement, il y a un blocage, voire on rétrograde, et c'est extrêmement grave. Alors, Laurent Boyer, on vous a retrouvé. Vous êtes avec nous ? Oui. Oui. Alors, tout à fait, je suis avec vous. Donc, on continue. Vous étiez en train d'expliquer justement derrière justement ces questions d'intimidation, de mépris. Aujourd'hui, comment vous comprenez justement le fait que le gouvernement fasse c'est machine arrière, quoi. C'est plus que machine arrière. On va dans l'autre direction finalement. Qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le départ ? Si on reprend, on essaye de comprendre. On a l'affaire Kouchner, Camille Kouchner, qui fait énormément de bruit. Peut-être ont-ils pensé qu'ils allaient créer une commission qui ferait peut-être pas si bien son travail, ou que ça allait permettre de calmer les ardeurs, et que finalement ils ont été dépassés par les événements. Peut-être qu'ils attendaient que le travail soit moins productif, et qu'ils auraient voulu que les choses se fassent autrement. Comment vous le comprenez finalement, ce changement de cap extrême ? Comme l'a dit fort justement Édouard Durand, il n'y a malheureusement pas grand-chose à comprendre. C'est pas la Civis qui a fait un travail formidable, c'est l'espoir qu'elle a suscité qui a permis un mouvement de libération de la parole tout à fait incroyable, mais auquel nous, qui faisions partie de la Civis, on s'attendait
parce qu'on sait l'ampleur de ce fléau dans notre société. Donc, on savait très bien qu'à partir du moment où on créerait cette commission, où on créerait cet espace de libération de la parole, les Françaises et les Français qui ont été victimes seraient présents. Après, peut-être que le gouvernement a oublié que dans Civis, il y avait une lettre qui est un I, qui veut dire indépendance, et donc, sous l'égide d'Édouard Durand, notre Civis a toujours été indépendante, a toujours dit haut et fort ce qu'on devait dire. La première, moi je suis toujours très fier que la première préconisation que nous avons prise au sein de la Civis, c'était justement pour les mères désenfantées, et Arnaud s'en souviendra, nous avions déjà un débat à l'intérieur de la Civis, un débat de mots, un débat de rhétorique, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de la Civis qui voulait dire qu'il fallait parler de parents protecteurs, et avec Arnaud, nous on faisait partie des personnes qui disions non, notre première recommandation ne peut pas à ce point-là passer à côté de tout ce qui se passe. Il faut parler de mères protectrices parce que 98% des parents qui se mettent en danger pour protéger leurs enfants dans ces cas-là, ce sont des mères. Donc voilà les débats qu'on avait, et voilà en fait ce qu'on a voulu mettre en avant pendant ces 3 années de travail. Et c'est pour ça que la Civis est devenue ce qu'elle est devenue, parce que les victimes se sont rendues compte qu'on savait de quoi en parler, et surtout qu'on savait les écouter. Incroyable ce qui s'est passé à chaque réunion publique. Toutes ces personnes qui, d'ordinaire, baissent la tête et n'osent pas, là, devant tout le monde, ont eu le courage de se lever et de raconter leurs histoires en se moquant de qui était en face d'eux. Pourquoi ? Parce qu'en face d'eux, il y avait la Civis, il y avait Édouard Durand et Nathalie Mathieu. Nous représentions quelque chose, une forme d'institution qui venait à eux, pour une fois, les écouter. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fait ça aujourd'hui, après avoir dit « on vous croit, le président de la République, mais aujourd'hui un couvercle sur toutes ces paroles libérées. On vous croit, mais on n'a plus envie de vous entendre. » Et quand j'entends Sébastien Boel et la nouvelle coprésidente qui disent qu'on va élargir, on va dépasser, que Édouard Durand, comme l'a dit Charlotte Cobel, n'a parlé que d'inceste, c'est faux. On a parlé beaucoup, et Arnaud le sait, on a parlé beaucoup de toute cette violence sexuelle qu'il y avait dans les institutions. Édouard Durand n'a eu de cesse justement de dire dans nos réunions, il faut qu'on élargisse, on est trop souvent considéré à résumer comme la commission inceste, il faut qu'on aille dans les institutions, il faut qu'on parle des violences sexuelles qui sont commises dans toutes les institutions. Il y avait eu le rapport Sauvé pour l'Église, donc on a essayé, et Arnaud a toujours été celui qui a fait en sorte de rappeler que là aussi, il y avait des choses qui n'avaient pas été correctes à l'issue de la remise du rapport. Donc, il n'y a pas grand-chose à comprendre, si ce n'est que, encore une fois, on remet du tabou dans le tabou. On nous a donné la parole, on a donné la parole à ces milliers de femmes et d'hommes qui sont venus dans nos réunions, qui ont écrit sur le site, qui nous ont envoyé leurs témoignages. Et aujourd'hui, on remet le couvercle parce qu'on se rend compte que c'est pas très joli à voir, c'est beaucoup trop important par rapport à ce qu'on imaginait, et que finalement, on n'a pas trop envie d'apporter des solutions à tout ça. C'est ça le message qui est envoyé aux victimes. Oui, je comprends le message, mais je ne comprends pas la raison. Encore une fois, je suis désolée, je vais vous reposer la question. Parce qu'il n'y en a pas. Vous dites, finalement, on ne veut pas lutter contre le fléau, mais pourquoi on ne veut pas lutter contre ce fléau ? Pourquoi on ne veut pas lutter contre ce fléau, Laurent Boyer ? Parce que lutter contre ce fléau, c'est bousculer beaucoup de choses, au premier rang desquelles la justice, c'est bousculer la société, c'est bousculer tout ce qui peut être fait au niveau de l'éducation nationale, etc. En fait, vouloir agir sur ce fléau-là, c'est devoir agir sur plein de sujets, avec plein de remises en cause. Et on le sait, la justice, le nombre de femmes et d'hommes qui ont besoin de justice pour pouvoir se sentir victimes, mais cette justice, elle ne leur rend pas cet honneur-là. Et puis c'est aussi jouer sur quelque chose qui est un gros débat. La société a failli à protéger ses enfants. Donc la moindre des choses que la société nous doit, c'est du temps. Et donc, c'est à nouveau parler de la question de la prescriptibilité. Donc, tout ça, c'est remettre en cause beaucoup de choses. Donc, c'est ça, en fait, qu'on se rend compte. C'est que dans notre rapport, les 4 grands axes qu'on s'était fixés, montrent qu'il y a tout à bousculer, il y a tout à reprendre. Et ça, je pense que le gouvernement n'était pas prêt à le lire et n'est pas prêt à le faire. Donc, il va encore falloir attendre que quelqu'un se dise oui, il y a tout à reprendre et on va tout refaire ensemble. Il va falloir attendre parce que visiblement, lorsque j'entends les premières déclarations des deux nouveaux du nouveau binôme qui dirige ce que je refuse d'appeler la Civis, parce que pour moi la Civis, il n'y en a qu'une, il n'y en aura jamais qu'une. Quand j'entends leurs premières déclarations, leurs premiers axes, je me dis qu'il va falloir forcément encore attendre un moment. Oui. Alors, on va parler de l'avenir, et déjà le fait que vous ayez démissionné derrière le juge Durand et le fait que justement il y ait tant de bruit sur les réseaux va peut-être aussi faire bouger les choses. On va parler de tout ça. Mais Arnaud Gallet, je vous pose la même question. Pourquoi le gouvernement refuse de lutter contre ce fléau ?
Moi, je rejoins déjà tout ce qui a été dit par Laurent. Et effectivement, il y a une question de réparation collective qui est venue jouer la Civis, ce qu'on appelle même une forme de justice transitionnelle. Vous savez, on a eu énormément de personnes, des 30 000 témoignages, quasiment toutes et tous, unanimement, 70% des faits étaient prescrits. Et toutes et tous, très souvent, nous ont dit quoi? Nous ont dit, j'ai attendu ce moment toute ma vie. C'est-à-dire que le fait d'être cru et d'une certaine manière d'être protégé par cette parole, par une forme de justice transitionnelle, parce que c'était un magistrat aussi qui était à la tête, parce que la justice faillit, parce que moins de 4% des enfants victimes de viol dans ce pays ne déposent pas plainte. C'est pas nous qui le disons, ce sont les chiffres de l'ONDRP, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, puisque 73% de ces plaintes sont classées sans suite, puisque 0,4% d'entre elles aboutissent aux assises. Enfin, on pourrait multiplier tout ça. Donc, il y a un magistrat en plus à la tête, ça veut dire que ça vient dire quelque chose de la justice, de ce qu'on appelle une justice transitionnelle et donc d'une réparation collective. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et la Civis, en plus, a joué un rôle de soutien social inconditionnel. C'est très simple. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça signifie que le gouvernement dit en fait qu'ils veulent pas de ça. Pourquoi? Parce que le risque, il est important. Il est dit, et c'était le cas en fait dans le cadre de l'Église. Regardez bien par rapport à ce qu'ont fait nos voisins belges, etc. Les Belges, vous savez, il y a eu une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. C'est l'État qui l'a mise en place. D'accord? C'est pas l'Église qui s'est fait justice elle-même, puisque la France a été épinglée par l'ONU sur cette question-là et personne n'en parle parce qu'on veut pas forcément en parler directement. Ça fait des ordres, mais l'ONU en fait c'est très bien et pas dupe de ce qui se passe néanmoins. Et je pense qu'on va être encore épinglé à un moment donné, puisqu'on a même été nous-mêmes récemment entendus par le Conseil de l'Europe sur ces questions. Donc ça signifie que la France ne veut pas reconnaître que quand on dit qu'il y a 10% de personnes qui sont victimes de violences sexuelles, d'inceste au niveau de la population, donc 2-3 enfants par classe, et ben oui, il y a une responsabilité systémique de l'État. Voilà. Donc, ça signifie que l'État, évidemment, doit prendre sa part. Et là, en fait, on essaie de faire un petit coup de magie, voilà, je vais le dire comme ça, en disant, bon, allez, maintenant, on va être positif, on va faire un petit spot, et puis on prend le minimum, histoire de dire, voilà, en fait, on n'est pas d'accord pour reprendre l'antériorité. Nous, on dit que c'est pas possible. Si on veut protéger les enfants demain, c'est ce que disent toutes les victimes, je parle pour moi et pour protéger les enfants. Et donc, nous, en fait, avec Laurent, avec d'autres, avec Eva Thomas, bien entendu, avec, 81 ans, qui est membre de la Civis, qui est une personne remarquable, qui a témoigné en 1986, etc. On dit quoi? On vient dire tout le contraire, parce que les victimes, quand elles parlent, elles disent qu'elles parlent pour protéger les enfants. Et donc, même, je continuerai quand même là-dessus, et c'est important, vous voyez, un peu en guise de réponse, c'est qu'aujourd'hui, quand j'entends par ailleurs qu'il s'agit d'aller vers les enfants, mais aller vers les enfants quand le système dysfonctionne, on va demander aux enfants de prendre la parole, et d'être exposé au gouvernement d'un système qui est incapable de les protéger. C'est ça le délire. Et donc, systématiquement, on leur fasse vivre ce que nous-mêmes, on a vécu. Mais nous, c'est pas ce qu'on demande. Nous, on dit déjà que nous, notre mot d'ordre, c'est de dire nous devons protéger les enfants. C'est pas les enfants qui doivent sortir de leur secret, tel qu'on machin, etc. C'est nous, en tant qu'adultes, on n'est pas bon là-dessus. 9 fois sur 10, encore une fois, on ne sait pas les protéger. Et c'est ça, en fait, le message. Et donc, le gouvernement est en train de dire tout comme d'hab, quoi. C'est je vous ai compris, quoi, d'une certaine manière, si on vous croit, mais par contre, on vous protège, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est tout. Pour moi, le message, il est simple, il n'y a pas autre chose à Alors, comprendre. Laurent l'a très bien résumé. Dans le on vous protège, parce que justement, Laurent soulignait deux choses en disant, mais finalement, ce serait un chantier tellement important qui remettrait tellement de choses en question qui ont été mises en place, notamment par ce gouvernement, mais pas que, sur des questions de justice et sur des questions d'éducation, que finalement, ce serait balayer tout ce qui a été mis en place et ce serait faire tabula rasa de l'ensemble de notre système. Si on part du point de la justice qui est très important, on comprend dans ce rapport que l'impunité des agresseurs est colossale, des agresseurs donc contre la victime dont on parle, avec des conséquences en plus à long terme, et précise le rapport, cette impunité, bon ça c'est pour donner des arguments finalement, de dire, parce que certains disent non, ça coûte trop cher aussi de mettre toutes ces choses en place, mais non, parce que l'impunité coûte elle-même 9,7 milliards d'euros chaque année, avec notamment le suivi des victimes, etc. Mais sans même parler du coût, l'impunité des agresseurs est une réalité aujourd'hui, et ça c'est vraiment une justice à réformer. Et on a beaucoup de mal aujourd'hui donc à faire avancer les choses de ce côté-là. Et de l'autre côté, deuxième point qu'évoquait Laurent Boyer, c'est l'éducation nationale. Que pensez-vous également de toutes ces nouvelles promotions aujourd'hui, de cours d'éducation sexuelle et tout qui peuvent commencer à 3 ans? Est-ce que c'est vraiment une bonne réponse quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en réalité sur les agressions sexuelles des enfants? Est-ce que c'est pas une façon de banaliser également l'acte sexuel? Alors, je sais pas, il faut voir, il faut regarder comment se passent les choses, mais je pense que le but, c'est de briser les tabous. Donc, le but, c'est de faire de cette sexualité quelque chose qui ne soit pas tabou, pour que les enfants n'aient pas peur plus tard de parler si jamais ils sont victimes de quelque chose, contrairement à ce que leurs agresseurs leur diront. Donc, je pense que tout ce qui est possible de faire, de mettre en place, de tester
pour permettre la libération de la parole, plus vite on va parler de ces questions-là aux enfants, et évidemment plus vite ils arriveront à en parler si jamais ils sont victimes de quelque chose. Donc, au niveau de l'éducation nationale, tout ce qui est à faire, ce qui est important, et c'est ce qu'on dit dans notre rapport, c'est le repérage, la détection, elle doit se faire au plus tôt. Et quel meilleur endroit que l'éducation nationale pour faire cette détection, ce repérage des enfants victimes, parce que justement, c'est là où on a tous les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Et justement, quand ils sont victimes de faits dans leur famille, c'est finalement le dernier endroit où ils seront, et je parle pour moi parce que c'est ce qui se passait pour moi, c'est le dernier endroit où on peut encore se dire qu'on va peut-être avoir en face de nous un adulte de confiance, parce que dans notre famille, on l'a plus. Et donc, forcément, l'enseignant, s'il aime enseigner comme on devrait pouvoir le faire, eh ben, l'enseignant va pouvoir prendre cette figure d'adulte de confiance pour que l'enfant puisse aller libérer ce qu'il doit libérer s'il est victime de quelque chose dans sa famille. Donc oui, l'éducation nationale, on doit demander, tout doit se passer à l'éducation nationale, mais on ne peut pas tout demander à l'éducation nationale. Mais en tout cas, c'est clair que là, il y a un enjeu majeur pour la détection, le repérage. C'est à l'école que ça doit se passer, parce que c'est là où on a tous les enfants. Je précise d'ailleurs que le rapport préconise une rencontre par an des enfants de l'école pour justement vérifier si tout va bien et s'il n'y aurait pas eu un signalement à faire. Et concernant la justice, Arnaud Gallet, vous souhaitez réagir justement? Non, après, ouais. Oui, vous m'entendez bien? Oui. On vous écoute. Vous m'entendez là? Oui, oui, tout à fait. Ah. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend. Allez-y, on vous entend. Ah, très bien. Ouais. Oui, bah écoutez, moi, ma réaction... Ma réaction vient bien dans le sens de ce que dit Laurent, et au niveau de la justice, c'est pareil. En réalité, ce que demande la CIVIS, c'est l'application des 82 mesures. Et ce qu'il faut bien souligner, quand même, c'est que ce qui est terrible, c'est que là où le politique n'est pas à la hauteur des enjeux, c'est que vous avez énormément d'acteurs et d'actrices sur le terrain qui demandent que les choses changent, en fait. Ce que dit Laurent, même par rapport à l'éducation nationale ou autre, c'est qu'on fixe le cap. On a un vrai problème de Zoom aujourd'hui, c'est vraiment pas de chance. Arnaud Gallet, on va vous récupérer. En attendant, Laurent Boyer, vous nous entendez, vous? Oui, je vous entends, tout à fait. Bon, c'est dommage parce qu'on a un gros lag, comme on dit, un décalage entre Arnaud Gallet et sa prise de parole, et puis c'est le Zoom qui coupe. Il y a quand même une chose aussi, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent, beaucoup qui disent qu'ils sont prêts à manifester aussi pour défendre justement ce qu'était la Civise. Qu'appelez-vous aujourd'hui? Quel est votre appel peut-être pour les auditeurs et toutes les personnes et tous les citoyens qui se sentent concernés? Quel est le message que vous souhaitez passer aujourd'hui, Laurent Boyer? Je crois que le message, finalement, on le voit sur les réseaux sociaux, les citoyennes, les citoyens s'en sont déjà emparés. C'est-à-dire, on demande des comptes. C'est pourquoi, expliquez-nous pourquoi. Et puis, maintenant, la Civise, avec Édouard Durand à sa tête, et les membres qui font partie de la Civise et qui aimeraient pouvoir continuer leur mission. Mais la parole d'Édouard Durand est une parole tellement apaisée et tellement apaisante qu'il n'est pour moi pas concevable qu'on puisse continuer dans une commission où justement on a besoin de cet apaisement, on a besoin de cette force justement tranquille que représente Édouard Durand. Et ben c'est uniquement cette condition qu'on doit continuer. Donc franchement, les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, c'est continuer ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'on s'est rendu compte que on a fait bouger les choses avec MeToo, avec MeToo Inceste, on peut encore le faire, on peut encore dire effectivement les personnes qui ont témoigné. Je comprends leur volonté, pour certaines, que je le lis aussi sur les réseaux sociaux, comme le disait Arnaud tout à l'heure, je comprends leur volonté de dire « rendez-moi mon témoignage », parce que j'ai témoigné justement parce que la Civise était ce qu'elle était, avec Édouard Durand et Nathalie Mathieu à sa tête, avec des membres en qui j'avais confiance. Moi, maintenant, je ne veux pas qu'on s'appuie sur mon témoignage pour faire un travail que finalement, je ne sais pas ce qu'il va être. Donc, oui, j'appelle les personnes à continuer ce qu'elles font sur les réseaux, à continuer à mettre la lumière sur tout ce qui se passe et ce qui s'est passé. Il n'y a qu'à cette condition-là qu'on pourra peut-être être entendu. En tout cas, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est de ne pas appeler ça la Civise. Ce qui est mis en place, ça sera autre chose, mais ça ne peut pas être la Civise. D'abord parce que ça ne peut pas être indépendant. Quand on a le président de la Civise qui fait sa première déclaration aux côtés de la secrétaire d'État sur RTL, ça montre que la notion d'indépendance va être un petit peu sous surveillance. Et puis parce que la Civise, sa mission, elle était claire, on l'a remplie, et maintenant c'est autre chose, mais ne pas appeler la Civise. En fait, moi, c'est ça que je voudrais demander au gouvernement, c'est
Est-ce qu'on a failli? Quelle a été notre faute? Est-ce qu'on n'a pas suivi la lettre de mission qui nous avait été confiée par Adrien Taquet, le président à l'époque, pour que finalement on casse cet élan qui était en train de naître en France. Moi, c'est ça que je veux, et je voudrais que la société, les citoyens et les citoyennes demandent ces comptes-là aussi au gouvernement. Est-ce que nos paroles libérées comptent aussi peu que finalement on décide d'en faire autre chose que ce qui était prévu? Est-ce que vous avez failli finalement en remplissant votre mission? C'est peut-être la vraie question. Arnaud Gallet, on vous a récupéré avec un son bien meilleur immédiatement. Alors, oui, je suis désolé. Non, mais c'est les aléas du direct, c'est comme ça. Arnaud Gallet, on arrive à la fin de cette émission. Je demande à Laurent Boyer justement quels étaient finalement ici, on a beaucoup d'appels de personnes qui nous demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la Civise reste la Civise? Est-ce qu'il faut manifester? Alors, Laurent Boyer nous disait continuez d'appeler le gouvernement finalement à revenir sur cette question et surtout à appeler à ce que la Civise 2 ne soit pas appelée la Civise. Et vous, quel est votre message finalement, Arnaud Gallet, que vous souhaitez passer aujourd'hui? Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'on a été habitué de nos types de fonctionnement. Le message que je peux renvoyer, c'est qu'effectivement, il faut choisir son camp. Son camp, c'est le camp en fait qui a à choisir. C'est celui, à mon sens, des survivantes et des survivants, des victimes. Et nous, malheureusement, on connaît ça. On se demande à quel moment est-ce qu'on arrivera un peu à avoir un peu de sérénité. À chaque fois, on met un peu d'énergie là-dedans. Donc, c'est très bien. En fait, il faut que les gens se mobilisent à nos côtés. Effectivement, il faut aller sur les réseaux sociaux ou autre, il faut écrire. Et puis, il ne faut pas lâcher. Il faut se dire, évidemment, que je vais te dire de cette manière-là, faut un peu leur mettre la honte, quoi. D'une certaine manière, moi, je le dis de manière très claire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien tout le mécanisme, c'est celui que nous dénonçons. Après, on peut rejoindre, vous voyez, c'est pour ça que nous, on a créé un mouvement qui s'appelle Move Enfant, qui est un mouvement, en fait, de citoyennes et de citoyens, de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance et leurs alliés. Et on agit, en fait, on est vraiment uniquement, vous voyez, là où Laurent, où Laurent agit, par exemple, en matière de prévention, notamment, il y a un gros travail qui est fait avec les papillons et les boîtes aux lettres. Oui. Nous, notre idée, c'est vraiment politique. Et le sujet est éminemment politique. C'est un sujet, en fait, de volonté politique. Et c'est là-dessus, en fait, la politique, c'est quoi? La politique, c'est dans la démocratie, c'est nous, c'est le peuple. Et évidemment, on peut aussi s'organiser. C'est ce qu'on fait avec Move Enfant. On arrive aujourd'hui à fédérer un certain nombre de personnes. On a besoin, n'hésitez pas, vous pouvez écrire à Move Enfant, donc M-O-U-V et enfant pluriel, @gmail.com, et on a besoin de bras un peu partout, vous voyez, y compris dans les Outre-mer. On a des gens qui nous ont rejoints à Mayotte, La Réunion, la Guyane, etc., dont on parle assez peu, la Corse également, et un peu partout sur le territoire national. Faut y aller, il faut qu'on s'organise, puisqu'à priori, on veut nous silencier, nous faisons tout le contraire. C'est bien, continuons. En tout cas, on est là, et vous êtes là aussi. Merci infiniment de nous donner la parole, parce qu'on a grandement besoin des médias dans cette partie, oui, mais tout le monde ne le fait pas, la preuve, on essaie de nous silencier, donc c'est quand même essentiel, on vous le dit. Merci à vous. Beaucoup nous disent d'ailleurs que vous devriez lancer une pétition, et qu'ils seraient tous prêts à réagir ici. Il y a une pétition en ligne que vous pouvez trouver sur le site de Mes Opinions. C'est Move Enfant qui l'a mise, vous pouvez toujours la signer. Aujourd'hui, on a je crois 13 000 signataires. Signez-la, partagez-la, etc. On va mettre le lien à la fin de cette émission. Très bien, je vais vous l'envoyer. Et dernière question, finalement, est-ce que vous considérez que le gouvernement est d'une certaine façon complice aujourd'hui de ceux qui commettent ces actes pédophiles? Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. On ne peut pas parler de complicité, mais ce qui est vrai, c'est que le gouvernement, les gouvernements au final, ne veulent pas voir les vérités en face. Et c'est peut-être ça, en fait, le pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est que la Civise a montré la vérité en face dans son rapport. Et les vérités ne sont pas toujours bonnes à entendre, bonnes à regarder en face. Nous, victimes, on a fait ce choix de regarder notre vérité en face pour pouvoir libérer nos paroles et pour pouvoir agir derrière. Les gouvernements, eux, ne sont pas prêts à le faire. Et c'est pour ça qu'on en est là. Donc, ce n'est pas une forme de complicité. Mais je ne veux pas dire qu'ils sont complices parce que le mot est fort, mais parfois, je dirais qu'ils sont peut-être un petit peu aveuglés. En tout cas, aveugles, ça c'est sûr. Même question pour vous, Arnaud Gallet. Aveuglés sourds. Ouais. D'accord. Je rejoins ce que dit Laurent. Après, ce que je veux renvoyer quand même, c'est qu'on avait eu, une prise de parole du président de la République qui était historique en 2021 après le mouvement MeToo-Inceste. Moi, c'est le président de la République que j'interpelle ici, Sarkozy et Charlotte Cobel. Je dis que Emmanuel Macron, qui avait dit que les victimes ne seraient plus jamais seules, on vous croit, etc., qui nous avait donc mandaté justement derrière. C'est lui que j'interpelle aujourd'hui, c'est de se dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce simulacre, et ce qu'on démontre en plus par tous ces mécanismes, encore une fois, qui sont une violence sans nom, lui, il est où en fait là-dedans? C'est-à-dire que lui, on avait cru
en lui et qu'aujourd'hui, en fait, on passe de on vous croit à je vous ai compris, vous savez, le fameux je vous ai compris qui résonne en nous dans l'histoire, on sait ce que ça veut dire. Ouais. Et ben, je trouve que c'est pas à la hauteur. Non, mais et vous voyez, pour autant, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est pour ça que moi je le dis de manière très claire. C'est d'avoir lancé, oui, Emmanuel Macron, parce que ça clive un peu, mais il a lancé les choses, quoi. Je veux dire. Et pourquoi lui, d'une certaine manière, que quelqu'un, je pense, qui quand même arrive à comprendre quand même certaines choses, qu'il l'a fait, et il fallait le faire. 80 000 témoignages, d'autres auraient peut-être rien dit en disant oui, c'est les réseaux sociaux, il l'a quand même fait. Mais monsieur Emmanuel Macron, on vous demande aujourd'hui de nous entendre à nouveau et regardez bien la réalité en face, c'est qu'à nouveau, il y a un phénomène social qui se crée sur les réseaux. Peut-être que la réalité, en fait, c'est celle-là, c'est celle que vous avez vue en 2021, c'est la même en 2023 quand vous êtes dans un processus d'éviction, effectivement, d'une personne, parce que il faut toujours un bouc émissaire dans ce cadre-là. Et donc, moi, j'interpelle Emmanuel Macron, donc au plus haut niveau, qu'il soit en capacité de nous entendre ce que nous disons, nous, et c'est pas politisé, contrairement à ce qui est dit. Nous sommes des survivants, des survivantes, avec Eva Thomas et bien d'autres. Et nous souhaitons effectivement, et nous ne lâcherons rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais lâché. Vous savez, nous, on a quelques métros d'avance sur les repas de famille un peu hasardeux qui se passent plutôt mal. Donc, s'il faut effectivement qu'on continue, moi, je souhaite protéger effectivement, comme Laurent, les enfants. C'est ce qu'on souhaite toutes et tous. Et donc, on interpelle aujourd'hui le président de la République. C'est à lui d'agir. Et on peut tous se mobiliser. Il faut y aller. Bon, eh bien, et nous, on va poster tous les liens justement pour les pétitions et autres. Merci beaucoup et bon courage à vous deux, Arnaud Gallet et Laurent Boyer, je rappelle, auteur de J'étais un enfant aux éditions Flammarion, et Laurent Boyer, président fondateur de l'association Les Papillons.